Nous allons rejoindre Viviane Arey, qui est professeure en hydrogéologie et co-titulaire de la chaire Crowdwater for Sustainable Livelihood and Equitable Growth. Donc les eaux souterraines pour des moyens de subsistance durables et une croissance équitable. Voilà ce dont il va être question avec notre collègue de l'université de Pise. Partager et protéger, dévoiler les liens cachés entre la société et les ressources en eau. Pour introduire la seconde table ronde, Viviane Arey, bonjour et merci de nous amener ce témoignage. C'est toujours très éclairant de partager des expériences au-delà de nos propres contrées. Alors voilà, bonjour à toutes et tous et merci. Vraiment, je suis très ravie d'être ici avec vous-même, ici en ligne. Et merci aussi pour l'introduction et pour commencer un peu à parler de ce que j'aimerais bien discuter avec vous aujourd'hui. En fait, j'aimerais partager avec vous quelques idées sur l'importance des approches intégrées pour mieux protéger et partager les ressources en eau. Donc, on verra pourquoi devons-nous découvrir les relations importantes, mais souvent cachées, entre les ressources en eau, les écosystèmes et la société. Donc, on verra aussi pourquoi, selon moi, seulement avec une approche intégrée, on peut efficacement gérer la complexité. Pour moi, l'approche intégrée implique tout d'abord de changer pas seulement la perspective méthodologique, mais aussi la narration que nous proposons. En fait, souvent, quand on parle des ressources en eau et de leur protection, la question qui nous pose est souvent pourquoi ? Et en particulier, pourquoi avons-nous des situations aussi désastreuses malgré la connaissance scientifique, les lois, les efforts de la société publique ? Donc, cette rhétorique, c'est très fréquente, mais à mon avis, ça s'avérait pas trop efficace, surtout en époque de changements globaux assez importants. Donc, changer des narrations, ça veut dire de faire un peu l'effort de passer, de nous poser la question de pourquoi, et donc une question un peu négative, de passer donc pourquoi pas. Et donc, imaginer des nouvelles manières d'étudier, gérer la ressource, et surtout d'imaginer un avenir meilleur pour la ressource en eau et surtout pour les gens qui utilisent cette ressource. Donc, tout ça signifie de répondre à des questions qui viennent d'angles différents. Par exemple, comme vous voyez dans la diapo que j'ai mis, si on regarde un point d'eau avec l'œil très spécifique, mais bien sûr très important, de l'hydrologie, vous voyez les questions qu'on se pose premièrement. Donc, c'est des questions qui regardent toujours côté quantité, qualité et des aspects physiques très, très importants, mais bien focalisé sur un aspect particulier. Mais en fait, si on regarde plus attentivement le point d'eau et on se concentre pas seulement sur les aspects physiques, mais aussi on prend en considération les personnes en fait qui utilisent cette eau, vous voyez que des questions nouvelles et beaucoup plus complexes peuvent y avoir. Donc, élargissant notre horizon des questions et donc en travaillant de manière intégrée, nous pouvons vraiment mettre en lumière les liens invisibles qui unissent chaque être humain, donc même nous comme chercheurs, gestionnaires, etc., mais aussi tout le monde, avec l'eau et les écosystèmes. Et donc, avec une approche intégrée, on peut vraiment éclairer quelque chose qui n'est pas trop visible, mais on peut mieux comprendre comment on peut étudier les mécanismes à la base de la complexité, pas seulement de cycle hydrologique, mais aussi la complexité des relations que chaque personne a avec les eaux souterraines et les écosystèmes. Donc tout ça, c'est un peu à la base, c'est un peu l'objet d'une approche socio-hydrogéologique qui vise à dépasser les contraintes sectorielles pour embrasser une approche vraiment interdisciplinaire de l'étude et la gestion des eaux souterraines. Donc, avec un focus sur la réciprocité entre les eaux souterraines et les gens, tout le monde,
soit les consommateurs, les pollueurs ou bien les gestionnaires, etc., on peut vraiment développer, proposer une approche structurée qui nous aide à comprendre la relation des causes et des effets entre les eaux souterraines et la société. Tout ça avec un bout qui essaie vraiment de traduire efficacement les découvertes scientifiques en action. Donc, faire la meilleure utilisation qu'on peut de notre travail, quoi. Donc, c'est quoi les sociaux dans cette approche intégrée de la socio-hydrogéologie? Bien sûr, c'est la société, donc de se mieux connaître avec la société, mais aussi d'intégrer un peu les aspects typiques, classiques de l'hydrogéologie avec des outils qui sont plus typiques des sciences sociales. Donc, tout ça peut nous aider vraiment dans une façon transdisciplinaire, donc pas seulement côté académique, côté recherche, mais aussi nous ouvrir à la communauté civile pour mieux comprendre les perceptions, les attitudes, la coévolution et les priorités en fait de ceux qui utilisent l'eau qui nous étudions, donc les gens qui vivent vraiment de l'eau, qui fait partie de notre recherche, de notre travail. Dans tout ça, bien évidemment, ça va ajouter beaucoup de complexité. On voit qu'il y a déjà, dans le point de vue théorique, c'est un peu compliqué parce qu'on a besoin d'être à l'aise avec beaucoup plus des outils, et pas seulement de ceux qui c'est la base de notre connaissance, de notre formation académique ou bien scolaire. Donc, on verra dans la deuxième partie de ma présentation 2 cas, en fait, qui représentent, à mon avis, des bons exemples d'application de la méthodologie socio-hydrogéologique en pratique. Et ce sera deux cas dans le bassin méditerranéen. Le premier sera en Tunisie et le deuxième en Italie. Et dans tous les 2 cas, on a vraiment mis en pratique cette idée d'intégrer les analyses hydrogéologiques. Je n'aurai pas trop de temps de parler du côté technique hydro, mais donc, on ne parlera pas trop des aspects liés à la détermination des processus de recharge, des pollutions, etc. Mais on verra comment l'intégration des outils sociaux peut vraiment donner beaucoup plus d'informations qui sont fondamentales pour la gestion ou bien pour essayer d'améliorer la gestion de notre ressource. Donc, comme je disais, le premier cas, c'est le cas de la plaine des Grombalia. On est dans le nord de la Tunisie, pas loin de la capitale, Tunis-Carthage ici. Et ça, c'est une plaine côtière très, très importante pour les pays au niveau économique. Et en même temps, en fait, l'autre coin, en fait, de développement agricole, c'est aussi les problèmes liés à la pollution, surtout les nitrates et la salinisation de nappes. Cette région aussi, c'est également une des plus étudiées dans le pays, et l'aspect intéressant, c'est en fait que on a pu constater que cette nombrosité en fait des études scientifiques hydrogéologiques, il part pas en parallèle avec un améliorement de conditions des qualités des eaux. Donc nous avons pensé avec les collègues locaux à impliquer la société civile en fait pour mieux comprendre les mécanismes qui lient cette communauté avec les problèmes des contaminations. Donc pour faire ça, on a pour vous administrer des questionnaires aux propriétaires des puits lors de l'activité de terrain. C'était une activité qu'on a fait au même temps qu'on a fait les prélèvements. Et l'idée, c'était un peu d'impliquer les gens, les propriétaires des puits du début de notre projet, aussi pour créer un réseau de confiance mutuelle, donc être un peu plus à l'aise pour partager des informations, des conseils, et nous aussi pour donner des remarques. Et aussi, on verra, c'était très important pour récupérer des informations sur la tradition locale, sur les connaissances locaux de gestion. Donc, on a pu vraiment comprendre mieux quel était l'état de la perception et les visions des problèmes d'eau par rapport à l'eau sur la région. Donc, en premier lieu, on a vu qu'il y a une très bonne connaissance de la présence d'une forte salinisation dans les eaux souterraines et une bien évidente connaissance de la baisse de niveau piézométrique. Et tout ça nous permet de souligner en fait à quel point les savoirs locaux sont utiles en fait pour l'adaptation et la gestion des ressources en eau dans des zones arides et semi-arides. Donc, on a travaillé avec des gens qui sont déjà bien maîtrisés
pour s'adapter en fait au problème de salinisation et sécheresse. Et c'est une chose qu'on va faire voir, ça passe déjà un peu en Europe, au moins, par exemple dans l'Italie du Sud, on a ça. Et donc cette connaissance-là peut vraiment être utile même pour nous dans un regard d'échange des connaissances partout parmi les pays de la Méditerranée. Donc il y a une bonne connaissance pour ce qui concerne un côté du problème. Par contre, on a remarqué que, comme j'ai déjà dit, je disais, malgré le grand nombre des études sur la contamination des eaux souterraines dans la région, il n'y a pas trop des connaissances en fait des sources des contaminations. Donc, c'est quoi qui peut amener ces problèmes de contamination. Et aussi, il y a une faible connaissance des approches de gestion, donc les problématiques de gestion des changements climatiques et la gestion intégrée des ressources en eau. Donc c'est une chose qui c'est beaucoup plus maîtrisé au niveau politique, au niveau scientifique, et ça pour les gens, les propriétaires des puits, c'est pas trop évident. Et tout ça nous rappelle que, et pas seulement en Tunisie, on le verra même dans les cas italiens, on a vraiment une nécessité d'améliorer les partages d'informations avec les acteurs locaux, parce que sont eux qui vraiment sont en charge en fait de gérer les eaux dans les quotidiens. Donc, si on passe dans l'autre côté de la Méditerranée, donc on se déplace en Italie, on est dans le nord, on est dans la plaine du Po, c'est une région très très connue, c'est une zone riche d'activités agricoles, activités industrielles et bien sûr dans les domaines urbains, par exemple la cité métropolitaine des Milan. Donc, ça nous donne une pollution mélangée en fait avec beaucoup de sources de contamination dans l'eau et surtout pour ce qui concerne les nitrates. Et on verra en fait que dans ces cas aussi, on a la connaissance, donc il y a pas mal de recherches qui est fait sur l'origine de la contamination des nitrates, et on a la loi, en fait, la directive européenne sur les nitrates qui vraiment pose des contraintes pour l'utilisation de fertilisants et des fumiers, etc. Tout ça n'est pas balancé en fait par un améliorement de la condition de qualité des eaux. Donc, dans ces cas-là aussi, c'est un problème. Donc, on a la connaissance, on a la loi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on continue à avoir cette problème-là? Donc, on a essayé d'appliquer un peu déjà des outils sociaux. Donc, dans ces cas, c'est l'analyse des ressources sociaux. Donc, pour voir un peu, ou bien pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui peuvent limiter la gouvernance de la ressource en eau. Et aussi pour identifier qui sont les acteurs, une fois qu'on a découvert un peu le lien caché ou bien le lien qu'on ne comprend pas vraiment entre les différents acteurs. Et là, pour identifier c'est qui peut nous aider vraiment pour mettre en place des nouvelles approches, des nouvelles procédures pour la gestion de l'eau basée sur les données scientifiques. Donc, on a fait cette analyse des réseaux sociaux, on a travaillé avec des différents groupes, des discussions des informateurs clés, et donc c'est un peu sans trop avoir des détails, on a pu vraiment avoir une photo en fait des connexions des différentes catégories des acteurs aux différents niveaux et tout ce que sont concernés vraiment dans la gouvernance des eaux souterraines. Tout ça, c'est un peu compliqué. Je peux vous donner un peu plus de détails, mais déjà, on a des publications. Donc, pour manque de temps, je ne peux pas entrer trop dans les détails techniques, mais je suis là, et soit après, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé à ça avec un peu plus de détails. Mais ce qu'on peut voir de l'importance, en fait, d'avoir mené cette analyse des réseaux sociaux, c'est toujours de voir de remarquer, en fait, une forte séparation entre les autorités et les usagers de l'eau. Donc, c'est une chose qu'on avait déjà remarqué aussi en Tunisie. Donc, il y a un manque de fortes connexions et communication surtout. Donc, les chances des connaissances, c'est limité, même dans un cadre des hyperconnexions. Donc, on a beaucoup de recherches, on a beaucoup d'informations, mais même les agriculteurs qui sont hyper connectés, ils sont pas trop liés au côté connaissances scientifiques. Donc, la faute, c'est à nous, en fait, des chercheurs. On manque un peu la communication
communication pour les acteurs, les porteurs d'intérêt, donc les stakeholders. Et surtout, il y a un manque de communication intergénérationnelle, c'est-à-dire que il faut vraiment essayer de dépousser, de travailler peut-être plus avec l'école, avec les jeunes pour faire qu'ils peuvent maîtriser mieux cette problématique de la ressource en eau. Donc, connaître les réseaux sociaux nous a permis vraiment de trouver la meilleure stratégie pour commencer à s'engager un peu plus avec les différents acteurs, comme je disais, les stakeholders. Et on a développé un peu une méthodologie, c'était intéressant parce qu'on a développé des activités de travail ensemble. On a fait des workshops où on a partagé les résultats avec des présentations techniques, donc quelque chose de très spécifique. Et après, on a fait une discussion participative avec tous les acteurs pour identifier quelques recommandations pour améliorer la gestion des eaux dans la région qui étaient vraiment pris et partagés par tous les porteurs d'intérêt. Donc, c'était vraiment un effort de faire cet exercice avec des outils sociaux, mais les résultats sont bien évidents. Donc, ce que je veux remarquer avant de terminer, c'est que dans tous les deux cas, en fait, avec cette approche intégrée, on a pu révéler des choses qui étaient cachées et pas trop évidentes, même dans des contextes qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, mais parfois c'est difficile vraiment à comprendre avec une approche sectorielle tous les aspects de la complexité en fait des ressources en eau. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment une approche puissante parce qu'on peut récupérer des informations que autrement sera difficile d'obtenir. On peut aussi nous familiariser un peu plus avec les contextes socio-relationnels, donc voir mieux les connexions que chaque personne a avec les ressources en eau, donc pas seulement la compétition d'utilisation, mais aussi la valeur culturelle, la valeur historique, les valeurs personnelles et aussi les fonctions liées à la production ou au bien-être des écosystèmes. Et le dernier point, pour moi, c'est vraiment important, c'est que tout ça nous permette vraiment de considérer la société pas seulement comme une source ou bien une partie très importante des problèmes, mais aussi comme une partie fondamentale des solutions. Donc, si on s'engage beaucoup plus avec la société civile, on pourra vraiment trouver des solutions partagées. Et là, je termine, je crois que je suis arrivée au temps. Je veux juste vous remercier encore pour l'invitation et aussi remarquer que, bon, je n'ai pas eu trop le temps, mais on a des cas même en Corse avec les travaux des collègues de l'université, donc professeur Uno Garel et Léa Cariol avec son projet de doctorat où il y a une très bonne et très importante application de cette approche socio-hydrogéologique pour l'étude de la région de la lagune de Bigoulia. Donc, c'est vraiment, on voit dans plusieurs cas qu'on a vraiment des résultats très, très, très intéressants.